Et bonjour Théo Manval. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Jusqu'à 9h, l'info en direct sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Il est 7h. Je tombe des nues. Petite cause, grands effets, 4 morts, enfin c'est une catastrophe quoi. La mairie de Paris, c'est pas n'importe qui. Donc je suis quand même surpris que les travaux aient été mal faits. Il demande des comptes à la mairie de Paris. L'indignation des riverains de la rue de Trévise après la publication du rapport d'experts demandé par la justice. L'explosion qui avait fait 4 morts il y a bientôt un an aurait pu être évitée. C'est l'information de la nuit. Carlos Ghosn est en fuite au Liban. L'ex-PDG de Renault-Nissan a déjoué la surveillance des autorités japonaises. Tout ce que l'on sait de ce rocambolesque rebondissement dès le début de ce journal. Que peut dire, que va dire Emmanuel Macron ce soir lors de ses vœux aux Français? Pas de changement de cap prévu sur la réforme des retraites et pas franchement d'attente pour bon nombre d'entre vous. Il n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est éventuellement on arrête tout. Mais je ne crois pas que ça soit le style à dire on arrête tout et je me mets à table avec les gens pour voir ce qu'ils ont à demander et à dire. Dans ce journal également, l'association Ni pute ni soumise, bientôt à la rue, faute d'argent pour payer son local. Un grand débat, champagne ou crément, ça agite toujours les tables de réveillon. Et puis le réveillon justement sur les planches, les humoristes sont nombreux à se produire sur scène en ce 31 décembre. C'est spécial, moi j'adore jouer le 31, j'adore parce qu'on partage un truc avec les gens en disant voilà, les gars c'est maintenant. Je crois que ça fait 10 ans que je joue tous les 31. Et vous avez reconnu Caroline Vigneault qui sera donc sur les planches ce soir, 7h01, bon réveil à tous. Europe Écoutez le monde changer. 1. Votre journal Pierre de Villeneuve, Théo Manval. Europe 1 vous le révélait dès hier soir. Carlos Ghosn a donc réussi à fuir le Japon où il était assigné à résidence dans l'attente de son procès prévu en 2020. Il se trouve désormais au Liban. Il l'a confirmé dans un communiqué publié ce matin. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Théo. Directeur de la rédaction des Échos. Nicolas, les conditions de son départ restent encore assez mystérieuses. Tout ce qu'on sait, à coup sûr, c'est qu'il est à Beyrouth ce matin. Oui, voilà, effectivement, Carlos Ghosn l'a confirmé. Je suis au Liban, dit-il dans ce communiqué. Il était jusqu'ici en résidence ultra surveillée à Tokyo, dans l'attente de son procès. Il a rejoint Beyrouth en passant, semble-t-il, par la Turquie, à bord d'un jet privé. Alors, il a bien sûr un passeport libanais, en plus de ses passeports français et brésiliens. Mais le Liban, c'est son pays de cœur. Il y possède des propriétés, un magnifique vignoble. Il y a ses amis les plus proches. Sa femme, Carole, est libanaise. La justice japonaise, d'ailleurs, lui interdisait tout contact avec elle dans le cadre d'un contrôle judiciaire extrêmement sévère. Beyrouth, pour Carlos Ghosn, c'est une libération. Mais est-ce que ça signifie en clair, Nicolas, qu'il a fui la justice japonaise? Alors, il affirme que non. Je n'ai pas fui la justice, dit-il dans ce communiqué. Je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Il entend donc bien répondre aux accusations du procureur de Tokyo et se défendre. Mais il estime qu'il n'avait pas les moyens de le faire en étant cloîtré à Tokyo. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, dit encore Carlos Ghosn. Il a d'ailleurs toujours crié au complot pour l'évincer de la direction du groupe Renault-Nissan. Cette affaire, c'est vrai, a jeté une lumière très crue sur la procédure judiciaire japonaise où on cherche à obtenir des aveux par tous les moyens, y compris l'humiliation, les brimades. Beaucoup de Japonais redoutaient le procès de cet homme prêt à dénoncer tous azimuts ceux qui ont trompé dans la machination, selon lui. Le Japon accueillera cet été les Jeux Olympiques. Le procès risquait de ternir l'image du pays. Le départ de Carlos Ghosn, ça n'est pas seulement un soulagement pour le principal intéressé qui risquait des années de prison, c'est aussi d'une certaine manière une source d'embarras en moins pour Tokyo. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. Et sur ce sujet, à 7h40, nous serons avec le journaliste du Figaro et qui est aussi notre correspondant à Tokyo, Régis Arnaud, et qui publie d'ailleurs dans quelques semaines un livre sur Carlos Ghosn. Cela faisait près d'un an que les riverains de la rue de Trévise à Paris attendaient ses conclusions. Le rapport d'experts dévoilé hier par la justice pointe les manquements de la mairie de Paris et d'une entreprise de travaux publics. Ni l'une ni l'autre n'ont cherché à comprendre pourquoi un morceau de trottoir s'affaissait à répétition. Affaissement qui a abouti à la rupture d'une canalisation de gaz et à cette explosion accidentelle qui a fait 4 morts et 600 sinistrés. Des sinistrés qui ne cachent pas leur colère ce matin en découvrant que le drame aurait pu être évité. Jean-Jacques Herry est allé à leur rencontre. Je tombe des nues. Petite cause, grands effets, 4 morts, enfin c'est une catastrophe. Cela fait presque un an que William a dû quitter son appartement du 6 rue de Trévise. Il y vivait depuis 36 ans. Aujourd'hui, il sait enfin pourquoi. Un trottoir qui s'affaisse, des travaux de réparation sous-évalués par les services de la mairie, la rupture d'une canalisation de gaz souterraine et puis c'est l'explosion. D'après les experts, tout cela aurait pu être évité. Alors le septuagénaire secoue la tête, impuissant.
C'est pas des travaux faits en catimini. La mairie de Paris, c'est pas n'importe qui. Donc je suis quand même surpris que les travaux aient été mal faits. Deux responsables sont pointés du doigt, la mairie et l'entreprise de BTP ayant participé aux travaux. Avec ces nouveaux éléments, les riverains espèrent que cela va faire avancer les choses pour les 600 personnes relogées. Pierre est le président du conseil syndical d'un immeuble voisin. En août, les gravats ont commencé à être enlevés. Et puis tout s'est arrêté parce qu'il y a eu des contre-expertises. Donc là, ce rapport, c'est enfin peut-être un peu d'espoir, pouvoir enfin recommencer à planifier les travaux. Et ces gens-là ont commencé à imaginer quand est-ce qu'ils peuvent espérer retourner chez eux. La tâche semble immense. Les palissades de bois qui barrent toujours l'accès de la rue de Trévise sont là pour le rappeler. Depuis janvier dernier, rien ici ou presque n'a changé. Jean-Jacques Herry pour Europe 1. 7h05, votre journal continue avec Théo Manval et Pierre de Villeneuve. 100 000 policiers et gendarmes déployés partout en France, dispositif renforcé notamment sur les routes en cette soirée de réveillon, Théo. Et qui dit 31 décembre, dit évidemment compte à rebours pour les 12 coups de minuit. Mais avant cela, la traditionnelle allocution présidentielle. Les vœux aux Français, ce sera à 20h à suivre en intégralité sur Europe 1. Emmanuel Macron prendra la parole dans un discours enregistré. Alors que faut-il en attendre ? On sait déjà qu'il devrait rester ferme sur son projet de réforme des retraites. Alors entre espoir et résignation, François Geffrier est allé vous tendre son micro. J'espère vraiment de bonnes nouvelles annoncées par le président et qu'on va démarrer l'année plus positivement. Il dira exactement ce qu'il a envie de dire, il fera ce qu'il a envie de faire, il va nous endormir. Bonsoir les petits, tout va bien, je suis le plus beau, je suis le meilleur, j'ai tout compris. Pour moi, il a donné déjà pas mal pour la grève, pour la décoincer. Maintenant, là, je pense que c'est bon. Un patron ou un président, il a dit quelque chose, on fait, basta. Je compte sur lui. Il faut l'écouter, voilà. Et puis on verra après, il sera toujours temps de râler après. Vu qu'il est obligé de prendre la parole, donc autant qu'il en profite à ce moment-là pour faire un pas peut-être envers les grévistes, oui. Il fait un peu la sourde oreille pour l'instant. Il n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est éventuellement on arrête tout. Mais je ne crois pas que ça soit le style à dire on arrête tout et je me mets à table avec les gens pour voir ce qu'ils ont à demander et à dire. Parole de Français recueillie par François Geffrier. Au 27e jour de grève dans les transports, comptez aujourd'hui la moitié des TGV et TER, un Transilien sur 4, un Intercité sur 5. En région parisienne, 2 lignes de métro totalement fermées, 12 en service partiel. Et cette nuit, pour le réveillon, seulement les 2 lignes automatisées fonctionneront jusqu'à 2h15 du matin. Et vous êtes peut-être déjà dans les derniers préparatifs de cette soirée de la Saint-Sylvestre. Que mettre sur la table ? Quelques bouteilles gardées au frais. C'est une tendance qui se renforce chaque année. On ne jure plus uniquement par le champagne. Et oui, les créments, les blancs pétillants et autres clairettes remplissent, Pierre, de plus en plus nos flûtes. Et que l'on habite en Alsace, en Bretagne ou en PACA, eh bien on ne boira pas la même chose ce soir, Maud Descamps. Dans la moitié nord de la France et dans l'Est, à part en Champagne bien sûr, ce sont surtout les créments d'Alsace, de Bourgogne et de Loire, ainsi que la clairette qui seront mises à l'honneur pour accompagner ce soir le repas du réveillon. Des vins qui ont su monter en gamme, en qualité ces dernières années, comme le souligne le chroniqueur gastronomique d'Europe 1, Olivier Pouls. Dans de nombreuses régions françaises, on produit des créments qui ont beaucoup progressé ces dernières années, qui sont des vins de qualité. Les gens ont peut-être envie de découvrir quelque chose qui est fait à quelques kilomètres de chez eux, plutôt que de boire du champagne qui reste une référence, une marque très forte, mais peut-être un peu plus éloignée de l'endroit où ils habitent. Et c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui pour aller rechercher des produits différents, un peu alternatifs et surtout moins chers. Le champagne conserve tout de même un statut à part, surtout sur la moitié sud de la France, mais un petit nouveau s'invite à la table des Français cette année, le Prosecco, un vin pétillant italien à partir de 10 € la bouteille. Les Français devraient en consommer 20 millions de bouteilles cette année, ce qui reste quand même loin, très loin derrière les 145 millions de bouteilles de champagne vendues cette année en France. À boire évidemment avec modération. Et ce réveillon, il aura une saveur amère pour les membres de l'association Ni pute ni soumise, association de lutte contre les violences faites aux femmes lancée en 2003. Vous vous en souvenez peut-être par Fadela Amara. Elle va devoir quitter ses locaux de Montreuil en Seine-Saint-Denis faute de moyens financiers. Bonjour Stéphanie Rameau. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de Ni pute ni soumise. Merci à vous de nous répondre. Vous déménagez donc aujourd'hui car vous n'avez plus les moyens de payer le loyer et vous dénoncez la fin des subventions que vous versez l'État. Alors en fait, on est contraint de partir de nos locaux de Montreuil parce qu'on n'est plus en capacité de payer notre loyer. Ça avait été quelque chose qui avait été, vu avec le propriétaire. On a dit que le jour où on ne pourrait pas payer, on partirait. C'est le cas. Effectivement, on dénonce de ne pas avoir été aidé, de ne pas avoir eu de subvention. Mais
au niveau du gouvernement de Marlène Schiappa, parce que c'est souvent elle qui a été citée dans les articles que j'ai pu lire, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que les précédents gouvernements ne nous avaient pas aidés non plus. Vous dites aujourd'hui, Stéphanie Rameau, la République nous a abandonnés. Vous avez 11 000 euros, je crois, d'impayés de loyer. Alors là, on part sans impayé de loyer. En fait, la caution qui avait été versée a payé une partie des loyers et nous avons un propriétaire qui gentiment nous a extourné les derniers mois de loyer. Oui, il y a eu une baisse drastique depuis 2012 de nos subventions, depuis 2012. Et effectivement, cette année, en 2019, nous n'avons rien reçu. Mais ça veut dire qu'avec ce déménagement, votre association, après 16 ans d'existence, c'est fini ? C'est terminé ? Alors écoutez, pour l'instant, la plateforme d'accueil physique pour les femmes est fermée. Dès le 6 janvier, le téléphone continuera à être là pour pouvoir répondre aux questions des femmes qui nous appelleront, ainsi que l'accueil numérique. Mais effectivement, l'accueil physique ne pourra plus avoir lieu puisque nous n'aurons plus de locaux. La lutte contre les violences faites aux femmes, Stéphanie Rameau, a été érigée en grande cause du quinquennat. Quand on voit ce qui arrive à une association comme la vôtre, vous dites qu'il y a d'un côté les paroles et de l'autre les actes ? Je suis amère parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas eu la volonté d'aider Ni pute ni soumise, qui est une association universaliste qui prône les valeurs de la République, qui estime que ces valeurs sont des vecteurs d'émancipation, que la laïcité est la seule garante pour l'égalité femmes-hommes. Oui, je pense qu'il n'y a vraiment pas eu la volonté de nous aider. On est association... Vous avez essayé de joindre Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Oui, alors ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, on revient sur elle. Oui, j'ai essayé de la joindre. C'est le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, c'est pour ça que je vous... Oui, tout à fait. On a fait nos demandes de subvention, on n'a pas eu de réponse. Je les ai alertés plusieurs fois par mail. J'ai tenté de les contacter pour leur proposer des projets, mais aussi pour les alerter sur notre situation. Et je n'ai jamais eu de réponse. Elle vous entend sans doute ce matin, Marlène Schiappa et son secrétariat. Merci beaucoup, Stéphanie Rameau. Je vous remercie en tout cas. Bonne journée. Présidente de l'association Ni pute ni soumise, d'avoir été avec nous en direct dans le journal de 7h. 7h11, votre journal se poursuit avec Pierre de Villeneuve et Théo Manval. Le mea culpa de Bernard Pivot devant le malaise grandissant face aux agissements pédocriminels de l'écrivain Gabriel Matzneff. L'ancien présentateur d'Apostrophe regrette, dans un texte publié hier, de ne pas avoir eu la force de caractère nécessaire pour confronter l'écrivain à ses dérives lors d'une interview en 1990. Interview partagée très massivement sur Internet ces derniers jours et dans laquelle Bernard Pivot questionnait Gabriel Matzneff sur ses conquêtes sexuelles et ses préférences affichées pour les enfants de moins de 16 ans. Des milliers de personnes prises au piège sur des plages en Australie. Obligées de se réfugier au plus près de l'océan pour échapper aux incendies gigantesques qui ravagent le sud-est du pays. Quelques 4000 personnes, notamment des vacanciers, doivent être secourues par les services d'urgence sur le village côtier de Malakuta. C'est un mal-être que l'on entend depuis de longs mois maintenant, celui du personnel hospitalier. À Roubaix, il prend une tournure encore plus terrible en cette fin d'année puisque l'unité hivernale de soins ne rouvrira pas ses portes demain, le 1er janvier. 12 lits supplémentaires qui servaient jusqu'ici à répondre au surnombre d'arrivées aux urgences pendant l'hiver. Mais voilà, l'hôpital ne peut plus suivre, il n'arrive plus à recruter assez d'infirmiers, symbole du manque d'attractivité du secteur. Maximilien Carlier. Il n'y a que le bruit de la soufflerie dans l'unité hivernale. Les couloirs sont vides, aucun patient. Une partie du bâtiment est fermée à cause du manque d'infirmiers. L'hôpital public attire moins, selon Jacques Adamski, délégué CGT à Roubaix. On a des salaires qui sont des salaires bien plus bas que dans le privé. Et nous, en plus, au niveau de Roubaix, on est à une dizaine de kilomètres de la Belgique où les salaires sont beaucoup plus hauts. Un infirmier débutant à l'hôpital, c'est 1 400 € à peu près. En Belgique, c'est 1 700 € net. Ça s'ajoute dans la balance. Et en plus de la différence de salaire, il y a les conditions de travail. Laurent, 39 ans, infirmier anesthésiste, exprime son ras-le-bol. Moi, personnellement, je commence à fatiguer. Je me pose des questions et j'envisage de faire autre chose. On travaille la nuit, bien évidemment, on travaille les week-ends, on travaille les jours de fête. On a des contraintes absolument folles. Les heures supplémentaires ne sont pas forcément payées. Donc, vous imaginez bien que les contraintes horaires, la basse rémunération, on a les gens qui sont en poste, qui saturent, qui s'en vont. Et on a les jeunes qui étaient censés remplacer ceux qui s'en vont, qui ne veulent pas venir. L'hôpital de Roubaix détient le record régional d'arrêt maladie, 38 jours en moyenne par agent en 2018. Cela coûte 10 millions € à l'établissement.
Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1. Allez Théo, on termine par une idée de sortie pour ce soir. Si vous n'avez pas encore fait vos plans pour le réveillon. Ouais, vous serez nombreux comme chaque année dans les salles de spectacle, une pièce de théâtre, un one-man show. Chaque 31 décembre, ils sont des centaines d'acteurs, chanteurs, comédiens à passer la soirée avec leur public. Des soirées particulières, par exemple pour l'humoriste Caroline Vigneault qui sera ce soir sur la scène du Grand Point Virgule à Paris. J'adore parce qu'on partage un truc avec les gens en disant voilà, les gars, c'est maintenant. Vous avez plus beaucoup de temps pour choisir, savoir ce que vous va faire comme souhait, parce que moi j'adore faire des souhaits. J'ai préparé ma liste, je sais exactement ce que je vais demander pour l'année prochaine. Enfin, c'est pas demander en fait, c'est ce que je vais faire pour que l'année prochaine soit meilleure. Et donc c'est ça que je vais dire aux gens. Je vais faire une spéciale 31, c'est obligé. Il va y avoir des choses, je vais leur dire, moi, je sais ce que je veux, et surtout, je vais leur faire penser au fait qu'il leur reste quelques heures pour penser à ce qu'ils vont changer pour que l'année prochaine soit une meilleure année encore. Et puis c'est une journée pleine d'espoir parce qu'on se dit, ok, je sais pas, il y a un truc magique qui se passe au 31. C'est comme, ça vous donne un grand coup de fouet, comme quand on monte sur scène, ce petit coup d'énergie qui fait, allez, maintenant, je me mets au sport, j'arrête de fumer, je fais ceci, et voilà. Je crois que ça fait 10 ans que je joue tous les 31. Ah, c'est toujours bien passé, c'est une petite soirée magique. Et du coup, les gens sont là en disant, oui, c'est vrai, prenons ça de façon positive. Une année qui se termine, ça peut être un peu triste aussi. Mais il faut voir, moi j'aime bien voir toujours le verre à moitié plein. Qu'est-ce que je vous dis ça? Je suis une éternelle optimiste. L'éternelle optimiste Caroline Vigneault avec Diane Chenouda pour Europe 1. Elle a raison, merci beaucoup, comme vous d'ailleurs. Mais bien sûr, vous êtes un éternel optimiste. Merci Théo Manuel. Il est 7h15 sur Europe 1.